souci. Hop, je partage, je vais me remettre rapidement. Voilà, le vol avec le chat. Euh, Si vous avez des questions au milieu, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous préférez les poser dans le chat, vous pouvez aussi. J'essaierai de suivre un petit peu ce qui se passe dedans. Alors, ce soir, je commence avec quelque chose qui n'est pas très accrocheur. Je vous dis tout de suite que votre cerveau est nul. C'est pas super sympa, mais peut-être que ça peut se soigner. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je me permets de faire une phrase pareille et puis de vous présenter aussi à quoi ça sert d'avoir conscience des propres limites de notre cerveau. Euh, Ça, c'est le titre original du talk des biais cognitifs dans le dev. Ça se saurait. Donc, on va parler beaucoup de biais cognitifs. Donc, je me présente, je me représente. Je m'appelle Sylvain Couder. Je suis effectivement freelance. Je suis depuis un an derrière le podcast Punkin Dev, podcast qui a pris des vacances cet été et que j'espère pouvoir faire repartir dans les prochaines semaines. Pour ceux que ça intéresse, alors c'est plus donc je suis français, je suis lyonnais, je suis membre d'une asso qui s'appelle Hacker Job. Je mets souvent le logo parce que c'est une asso à laquelle je dois pas mal, qui aide les développeurs du coin à passer freelance et à s'épanouir dans le métier de dev en utilisant le freelancing comme un petit peu comme tremplin au bien-être quotidien dans le travail. Pour continuer un petit peu dans la présentation, donc je suis dev depuis 13 ans. Mais avant d'être dev, j'ai fait quelques études universitaires et entre autres, en petit lien avec ce que je vais vous raconter ce soir, j'ai fait une licence de sciences cognitives. J'ai fait ça à Lyon aussi. Alors, sciences cognitives, ça a juste un petit rapport avec ce qu'on va voir ce soir. Ça m'a juste donné un petit peu la fibre pour m'intéresser à ces choses-là. Ce que j'apprenais plus, c'était de l'ordre de la psychocognitive et de la neuropsy, savoir comment se programme une saccade oculaire, comment fonctionne un mécanisme d'attention. Mais c'est quand même des choses intéressantes. Et ça m'a donné cette espèce de fibre. J'aime bien comprendre comment fonctionne le cerveau et surtout et ben, là où il est limité. Et pour tout dire, oui, notre cerveau est puissant, le cerveau humain a réalisé de grandes choses, mais le cerveau humain a aussi énormément de limitations. Donc, alors je vais faire une démonstration par l'exemple pour dire que votre cerveau est nul. On peut commencer simplement pour prendre conscience de ça. Normalement, vous avez tous déjà vu des petites illusions d'optique. Alors, celles qu'on voit quand on est petit avec les deux traits qui font la même taille, mais avec les flèches qui vont dans un sens ou dans l'autre, ça fait plus la même. Celle-ci, elle est connue. Moi, j'aime bien celle-ci. Alors, j'ai aucune idée de comment elle marche à distance, mais moi, celle-ci m'explose un petit peu les yeux à chaque fois que je la vois. Donc, non, ce n'est pas un GIF animé, ce n'est pas une vidéo, c'est une image purement statique, mais là-dessus, notre cerveau interprète tout ce qu'il voit comme du mouvement. Il n'y a pas de mouvement, mais notre cerveau se fait biaiser par les enchaînements, les répétitions de formes, et notre cerveau voit du mouvement. On a la même pour celle-ci. Si on fixe une intersection, on voit un rond blanc, mais si on regarde d'un peu plus loin, on voit plein de ronds qui clignotent. Alors ça dépend des personnes, ça va dépendre un peu de votre écran, mais ça va clignoter entre le blanc, le noir, le gris foncé. Par contre, quand on le fixe, on voit bien du blanc. Et ça, c'est une autre belle illusion. Alors, je ne sais pas exactement comment elle fonctionne, mais notre cerveau est très très facile à biaiser. Maintenant, comment on en est arrivé là? Pourquoi notre cerveau a des travers pareils? Euh, la plupart des réponses vont tourner autour juste de l'évolution et de la survie. Très concrètement, le cerveau humain, il n'est pas né au XXe siècle avec toute la technologie qu'on lui connaît. Il est né il y a beaucoup plus longtemps que ça, dans une nature qui était éminemment hostile.
et dans laquelle, et ben, il fallait être capable de réagir vite pour survivre. Être capable de comprendre que, un pelage rayé, orange et noir, c'était dangereux et qu'il fallait s'enfuir. C'était peut-être un tigre. Être capable d'interpréter très vite que du feu, une araignée, c'est un danger, il faut être capable de réagir au plus vite. Une simple seconde de temps de réaction en trop pouvait être fatale. Donc l'être humain et le cerveau humain, tout ça, ça a évolué pour être capable de répondre vraiment très, très vite à des stimulations qui sont simples. Mais quand on réagit très, très vite, on crée des raccourcis et bah, de ces raccourcis, des fois, il y a un petit peu des couacs et c'est là-dedans que, bah, le cerveau, il a des espèces de pièges. Au-delà de la bête, illusion d'optique, traitement visuel, on a aussi des notre perception, je vais dire, de plus haut niveau peut aussi être biaisée. Alors je vais essayer, j'espère que ça va passer. Que la vidéo va fonctionner. Gardez bien le son, je vais vous présenter un truc qui s'appelle l'effet McGurk. Donc là, vous allez voir un monsieur qui juste articule des syllabes. J'espère que le direct va bien marcher, que je vais pouvoir poser quand je veux. Donc là, je le mets, description de l'effet McGurk. J'espère que vous aurez le son. Baba, baba, baba. Donc là, normalement, j'espère que vous l'avez entendu. Dites-moi si vous l'avez raté. On est tous d'accord. Le monsieur, il a dit ba ba. Il l'a dit 3 fois. Il a dit baba. Il y a à peu près aucun doute là-dessus. Baba, Là, il leur dit. baba, baba. Baba, baba, baba. Alors là, a priori, il y a un peu plus de débat. Moi, je suis pas convaincu. Il est censé dire da da. Moi, j'entends un petit peu un va va, mais bon, je sais pas comment vous l'entendez. Mais visiblement, d'après l'auteur, on verra après, il dit da da. Baba, baba, baba. Donc là, il a dit da da. Maintenant. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Donc sur la troisième, là, je pense que c'est aussi clair pour à peu près tout le monde. Il dit va, va, avec la lettre V. Si maintenant je vous dis que la bande son sur les 3 passages était identique et qu'il n'y a que la vidéo qui a changé, et c'est juste la lecture labiale qui a été influencée par, en fait, qui a influencé notre perception auditive. On peut regarder la suite. Baba, baba, Selon qui on regarde, baba. on n'a pas la même perception. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Euh, donc c'est un effet que je trouve super, super intéressant. Baba, Ah non, on va pas le relancer, par baba. contre, autant pour moi. C'est un effet que je trouve super, super intéressant, dans le sens où là, on n'est même pas sur une simple illusion d'optique, on voit un truc un peu biaisé. Là, c'est la compréhension du langage qui est complètement perturbée par un autre sens. Ce qu'on entend est perturbé par ce qu'on voit. Ce qui est plutôt contre-intuitif. Alors, vous pouvez aller chercher sur YouTube, vous tapez effet McGurk, il y a plein d'explications. C'est hyper intéressant. Euh, un petit peu à quoi ça sert que je vous présente ce truc-là. De base, bah, c'est toujours dans ma démonstration que le cerveau est facile à biaiser. Ça peut aussi servir dans le quotidien si vous tombez face à une personne qui est sourde ou malentendante. Ne sous-estimez pas la qualité de votre articulation. Ces gens-là font de la lecture labiale. En fait, on en fait tous. Mais ça peut être bien de prendre conscience de l'importance d'une bonne articulation bah, pour être bien compris. Après, en général, avec le sens, on ne se fait pas avoir comme ça. Mais voilà, c'est un effet que je trouvais plutôt intéressant. Baba. Pardon. Toujours dans les effets de haut niveau, on rentre, là, je vais rentrer dans quelque chose qui est encore plus lié à notre apprentissage, à quelque chose de plus social que des notions de survie de base. Je vais vous présenter ce qu'on appelle l'effet Stroop. Donc ça, c'est un des trucs, ça fait partie des choses que j'ai moi que j'ai vu pendant ma licence.
Ce qui va se passer, alors je ne vais pas vous le faire en live, ça serait un peu compliqué, mais vous pouvez essayer de le faire. Le principe, c'est je vais présenter des mots qui sont écrits dans une certaine couleur. Le but, c'est d'être capable d'énoncer à voix haute la couleur dans laquelle est écrit ce mot. Par exemple, orange. Alors là, les couleurs vont rendre un peu différemment en fonction de vos écrans, hein, mais on va dire orange, bleu, violet, jaune, rouge, bleu, vert, rouge. Jusqu'ici, tout va bien. Ça a l'air assez simple. Maintenant, on va essayer de s'amuser à chercher un petit peu les bugs du cerveau. Et maintenant, il va falloir faire exactement le même exercice, sauf que les mots ne sont plus des mots, on va dire, neutres d'un point de vue couleur, ce sont des noms de couleurs. Et sur cet exercice, je vais essayer de vous le faire pareil, ça vous pourrez vous y amuser chez vous. Normalement, il faut une mesure de temps de réaction un peu précis pour vraiment se rendre compte, mais rouge, bleu, orange, jaune, rouge, bleu, violet, vert. On voit que j'ai pas fait exprès, j'ai des hésitations beaucoup plus fortes. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas forcément un processus évolutif qui a amené à ça, puisque là, on est vraiment sur des capacités qui sont pas innées, qui sont acquises. La lecture, c'est un truc qui est purement acquis. Mais la lecture vient perturber l'analyse de la couleur. Pour l'explication, ça vient juste du fait qu'un lecteur expert, quand on dit lecteur expert, on entend juste un adulte qui a appris à lire et qui lit de manière normale depuis sa plus tendre enfance, hors éventuel problème de dyslexie, de dysphasie. Mais en fait, la lecture est tellement ancrée dans notre apprentissage, c'est un automatisme, dans le sens qu'on ne peut pas ne pas lire un mot quand on le voit. Dès l'instant qu'on sait lire, on ne peut pas ne pas le lire. Et notre cerveau, quand je vois le mot marron, mes yeux passent sur le mot, mon cerveau voit le mot marron et il active le mot marron. Et au moment d'énoncer la couleur rouge que j'ai vue, eh ben, il y a une espèce d'interférence qui se fait et ça pose un souci. Tout ça pour dire que, si vous en doutiez encore, notre cerveau peut, entre guillemets, planter. Notre cerveau a des bugs, parce que notre cerveau a mis en place, d'un point de vue évolutif, des stratégies pour être capable de répondre vite à certaines tâches. Même quand on apprend à lire, c'est une tâche complexe, mais on développe des automatismes. Il y a des circuits courts qui se font, qui peuvent venir perturber d'autres choses. Tout ça pour dire que la moralité de toutes ces expériences, c'est il ne faut jamais faire confiance pleinement à nos propres sensations. Euh, Ce sont des choses qui peuvent se tromper, qui peuvent être biaisées. Il y en aura encore plein à présenter, mais on va essayer d'avancer un petit peu. Je voudrais maintenant vous proposer un tout petit peu de philosophie. À vous de choisir votre école. Est-ce que vous êtes plutôt Descartes ou plutôt Coluche? Bon, boutade mise à part. En fait, la phrase est la même. Je vais citer Coluche qui lui-même citait Descartes. L'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Euh, on a beau avoir plein d'apprentissages, on peut toujours se faire biaiser par la qualité de nos apprentissages. Je ne vais pas aller jusqu'à parler forcément d'intelligence, mais j'aime bien cette citation parce que c'est assez symptomatique. Mais je vais essayer de parler d'un apprentissage un peu plus simple. Je vais vous raconter un peu ma vie que j'ai fait il y a pas si longtemps. Euh, j'ai voulu apprendre à jongler avec 3 balles. J'ai vu des gens qui jonglaient, qui faisaient des trucs super classe avec leurs 3 balles. C'était vachement bien. Et je me suis dit, bon, c'est balèze ce qu'ils font, je vais au moins apprendre à faire une jongle de base, juste à faire tourner mes balles simplement. Et puis rapidement, je pourrais essayer d'apprendre des figures. Et j'ai essayé d'apprendre à jongler. Ça avait l'air super simple quand je regardais faire les autres. Et je me suis dit, ça va quand même pas me prendre longtemps d'apprendre les bases. Et sauf qu'en fait, non, pas du tout. Euh,
ça a été interminable. J'y ai passé des mois et je galère encore à faire tourner mes 3 balles sans les faire tomber au bout de 3-4 lancers. Heu, c'est juste un enfer et je me suis posé cette question: «Mais pourquoi c'est aussi long? Pourquoi, j'ai cru que ça allait être facile au début?» Est-ce que je suis bête? Est-ce que je qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je je me suis posé la question et je suis tombé dans un autre effet, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors la plupart des effets, ça vient généralement des chercheurs qui les ont mis en évidence pour la première fois. Heu, alors le Dunning-Kruger, il est assez connu, souvent on le représente avec ce graphe. Heu, En gros, au départ, bon, on sait rien et puis on a pas trop de confiance dans ce qu'on fait puisqu'on sait rien. Mais dès qu'on s'y met, on a très vite, rapidement confiance en notre valeur. On a une haute estime de ce qu'on peut faire. C'est ce que, les créateurs de cet effet, d'ailleurs j'ai mis un N au lieu de 2, autant pour moi, c'est le monde de la stupidité, le pic de la stupidité. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument rien, mais on va, on va croire qu'on sait plein de choses. Par la suite, on va se prendre un espèce de mur d'apprentissage et on va vite redescendre sur terre. C'est la vallée du désespoir. Là, du coup, ça va prendre un certain temps, mais on va pouvoir, bah, disons que retomber un petit peu, avoir les pieds sur terre et puis ensuite, petit à petit, avoir un niveau de confiance qui va remonter, heu, en accord avec notre niveau de compétence réel. Cette, hem, c cette notion-là, moi, je la résume dans le fait assez simple, c'est qu'on on a du mal à imaginer, l'ampleur des choses qu'on ne connaît pas. Ça paraît, en fait, assez normal. Pardon, je me suis perdu. Moins on s'y connaît et moins on se rend compte de ce qui n'est pas visible directement. Je m'y connaissais 3 fois rien en jongle et bah, c'est normal, je me rendais pas compte de tout le boulot qu'il y avait, derrière, les gens qui, eux, avaient une grosse maîtrise. Le titre du talk, c'était «Les biais cognitifs dans le dev». J'ai pas parlé beaucoup de dev, mais on va y revenir très vite. Cet effet-là, le Dunning-Kruger, on l'a forcément expérimenté sur un projet. Tout simplement, maintenant, chiffre. On a une gestion des utilisateurs à mettre en place. Maintenant, tu peux chiffrer? Alors moi, en général, maintenant, je réponds juste ça. Désolé, c'est voilà, ça va pas être, ça va pas être possible. J'ai aucune information. Je sais que je vais me planter. Je sais que je vais donner un chiffre qui sera pas bon, même si je le donne en toute bonne foi. Je sais que ce sera pas bon. Parce que, entre autres, même si je voulais le donner avec toute le professionnalisme dont je suis capable, j'aurais cet effet de Dunning-Kruger. Je vais penser connaître des choses alors qu'en fait, je ne connais pas. J'ai pas assez de détails, j'ai pas assez de connaissances sur ce qu'on me demande pour pouvoir répondre de manière, pertinente et sensée. Maintenant qu'on sait ça, et comment on fait? Parce que la question, on nous la pose quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On surchiffre? On compte, bon, bah, je pense qu'il y en a pour, 5 jours, alors on va dire 10. Là, il y a une autre loi, la plupart des devs en ont entendu parler, c'est la loi de Hofstadter. C'est une loi qui dit, en substance que, ça prendra toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Donc c'est une loi qui se cite elle-même. Heu, Quel que soit le chiffrage qu'on va mettre, de toute façon, il en manquera. Même si on se dit qu'on tient compte de la loi, on va en mettre plus, mais il en manquera quand même. Et au bout d'un moment, si ça vous gêne pas de chiffrer x10, x20, x50, x100 pour tomber sur vos pattes, il serait peut-être temps de vous dire que ça vaudrait peut-être le coup d'être commercial. Il paraît qu'ils sont mieux payés que les devs. Peut-être pas de partout, je sais pas chez vous, mais en France, les commerciaux sont mieux payés que nous. Mais, à titre personnel, je suis pas super fan du surchiffrage. Donc j'aimerais bien trouver des vraies stratégies pour éviter ça. Il y a la solution de on réestime quotidiennement ou toutes les semaines, toutes les heures, après ça dépend de l'unité de temps que vous choisissez et en réestimant régulièrement et ben, ah bah, il reste, 5 jours, ah il reste 4 jours, ah il reste 3 jours, ah en fait il reste 8 jours et ben, petit à petit,
le niveau de mensonge de chaque chiffrage va baisser. Alors c'est pas un mensonge, qu'on fait, de manière, consciente en disant, je vais fumer ma hiérarchie en donnant des chiffres un peu bidons. Non, non, ce sont des chiffres qu'on donne en toute bonne foi, mais on a toujours cet effet de Dunning-Kruger, il nous manque des informations. On ne sait pas où on en est sur notre courbe de connaissances par rapport à ce qu'il y a à savoir, par rapport à ce qu'il y a à faire, par rapport aux impacts qu'on a à gérer. On ne sait pas. Donc, on peut rechiffrer régulièrement jusqu'au jour où on a fini et on peut dire qu'il ne reste plus rien à faire. Et là, c'est le seul moment vraiment où on ne ment pas. Euh, Par contre, ça passera pas forcément super bien auprès de toutes les hiérarchies. Moi, j'ai eu le cas où c'était inconcevable pour certains, chefs de projet, d'avoir un reste à faire qui augmente, au fur et à mesure du temps. Heu, Même si on découvre des loups qu'on n'avait pas prévus, des cas qui n'étaient pas prévus, des blocages techniques, qu'on n'avait pas envisagés au début, il y en a pour qui c'est inconcevable d'avoir des restes à faire qui augmentent. Pourtant, ça arrive à tout le monde de se prendre, justement, de se prendre un mur, de prévoir 2 jours pour une tâche et puis à la fin du premier jour de se dire: «En fait non, je me suis planté, il m'en faut 4 pour tout faire». Il y en a qui veulent pas l'entendre. À vous de voir, comment ça peut se passer avec votre hiérarchie de projet, si ça peut s'entendre ou pas. On peut aussi se simplifier la partie chiffrage, plutôt que de dire: «Ça va prendre tant de jours au départ». Alors si vous faites du Scrum, que vous êtes sur des poker planning, que vous chiffrez plus en taux d'effort qu'en durée, et ben, on va essayer de se simplifier le poker planning et notre tâche de gestion des utilisateurs, ben, le réflexe de base, enfin pour moi l'activité de base, ça devrait être de découper ça en tâches les plus petites possibles. Alors là, j'ai fait des trucs complètement fictifs, hein, comment on inscrit un utilisateur, comment on gère ses droits, comment on gère les RGPD, comment on gère les profils et toutes les tâches qu'on peut imaginer. Le but, c'est que chacune de ces tâches soit suffisamment, petite à réaliser pour heu, qu'on n'ait plus besoin de la chiffrer en fait et qu'on puisse dire, au lieu d'avoir nos beaux, chiffrages du poker planning classique, qu'on puisse dire, bah, 1, oui, je la prends, ça va prendre, l'unité de temps qu'on a décidé avec l'équipe. Ça peut être l'heure, ça peut être la journée, ça peut être la semaine. Je conseille pas la semaine, je conseille plutôt des unités de temps un peu plus courtes. Mais, c'est cette idée-là. Heu, donc là, le poker planning, je suis en train de vous proposer, il y a cette carte 1 et ensuite il y a 2 autres cartes qui sont les versions que j'ai vues, moi, sont pas hyper politiquement correctes. Il y a le, TFB. Ce qui en bon anglais veut juste dire too fucking big, c'est-à-dire que la tâche elle est trop grosse, il faut la redécouper. On n'est pas capable de s'engager à dire on va la prendre sur notre unité de temps, standard, ça va forcément déborder. Il faut la redécouper. Essayer de la redécouper, il faut faire quelque chose. Ou alors il y a le NFC, qui est le no fucking clue. Je n'ai pas le moindre idée, je n'ai pas le moindre indice de ce qu'il faut faire. Il faut refaire une analyse, il faut refaire des ateliers avec, le PO, les utilisateurs qui vous avez sous la main. Il faut retravailler là-dessus. Moi, je plaide beaucoup pour cette méthode parce que ça sent un peu, l'approche no estimate pour moi ça. C'est-à-dire que, alors le no estimate, si vous en avez entendu parler, on croit souvent au début que c'est, «Oh, on fait plus d'estimation du tout». Alors oui, mais on fait plus d'estimation, mais on se met dans une situation dans laquelle on n'a plus besoin d'estimation et on est capable de prendre, toutes les tâches qui nous sont, proposées, on peut les prendre dans une unité de temps, la plus courte possible, généralement définie par l'équipe. Voilà pourquoi, moi j'aime bien, proposer cette approche-là. En plus, ça donnera en général une, granularité métier qui sera beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus fine pour tout le monde. Ça reste mon avis. Heu, je pars du principe que c'est aux équipes de décider les outils et les process qu'elles veulent mettre en place. Maintenant qu'on sait tout ça, eh ben, on va plus tomber dans le Dunning-Kruger. On a tout gagné. Maintenant, on sait qu'il est là, on a plein d'armes et tout. C'est super, on va gagner. Du coup, voilà, je vous le mets ou pas et je mets en garde, face, aux excès de confiance. La confiance, enfin l'excès de confiance, cette confiance, elle est plutôt mauvaise conseillère et je vais essayer de vous l'illustrer.
euh, avec un petit jeu. Alors, si vous le connaissez, ne spoilez pas à tout le monde. Je vais vous mettre en participation. Vous pouvez répondre dans le chat ou par voie orale. Je vais vous donner une suite de chiffres, toute bête. Et le but pour vous, ça va être de deviner quelle règle sous-tend cette suite de chiffres. Quelle règle j'ai en tête quand j'ai proposé cette suite de chiffres. Pour pouvoir faire ça, vous allez pouvoir proposer des chiffres. Moi, je vais vous en donner trois. Vous pouvez en proposer un, deux, trois. Et puis à un moment, il faut essayer de proposer une règle. Alors, si vous connaissez le test, spoilez pas vos copains. Mais voilà, je vous propose donc de trouver la règle. Alors moi, je vous propose en chiffres 5, facile, 10 et 15. Donc là, maintenant, c'est à vos claviers ou vos micros. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Soit vous pouvez choisir de proposer une règle directement, soit vous pouvez proposer des chiffres. Donc je vous invite à ouvrir vos micros, à me proposer des choses. On n'est pas nombreux, on peut facilement tous intervenir. 20. 20, ça marche. Alors oui, là, je ne vous ai pas dit. Moi, je vais vous dire juste si le chiffre que vous me proposez, il va pour la règle ou il ne va pas. Et à partir de là, c'est aussi à vous de réagir et de voir si vous confirmez, affirmez votre règle, ce que vous en faites. Donc 20, oui, ça passe. Et vous en avez d'autres ou je vois, il y a un plus 5. 25 aussi. 25 passe aussi. 30. 30 passe aussi. 40. 40 passe aussi. 35. Après, ça dépend où on se mettait. Après le 40, le 35 passe pas. Ah, ok. Non, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai zappé le 35. Du coup, c'est une règle de plus 5 à chaque fois. Un multiple de En 5. fait, en fait, pas du tout. Ah. C'est pas du tout une règle de plus 5. La règle, c'est que chaque chiffre devait juste être supérieur au précédent. Ah, La règle était toute bête. Alors j'ai été maintenant, biaisé par la suite. Alors en fait, le biais dans lequel vous êtes tombé et tout le monde tombe la première fois qu'on le fait, celui-ci, c'est un classique qui marche dès l'instant qu'on l'a fait, qu'on l'a jamais fait, il marche à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Euh, Vous avez vu ces chiffres, 5, 10, 15. Ouais, ça a l'air de faire du plus 5 à chaque fois. Et ben vous avez essayé de confirmer la règle que vous aviez trouvée. Et vous êtes resté sur cette idée-là en essayant de la confirmer à chaque fois. Et c'était bien, puisque à chaque fois, ça confirmait, donc c'était super. Sauf qu'en fait, à aucun moment, vous avez fait une tentative pour vérifier le contraire de la règle. Est-ce que peut-être que la règle ne fonctionne pas? Après le 15, 20, ok, ça marche. Vous auriez dit 22 pour essayer de contredire votre règle. J'aurais dit oui, ça marche. Et là, flûte, ah mince, la règle, c'est pas le plus 5, c'est autre chose. Notre biais de confirmation, il nous invite à tout le temps vérifier ce qu'on pense déjà, à vérifier. Je pense un truc, je veux vérifier que ce que je pense est vrai. Sauf que ce processus-là, il est relativement pervers, dans le sens où on, on va toujours trouver quelque part ce qu'on cherche. Là, vous proposiez un plus 5 à chaque fois. Et effectivement, ça marchait à tous les coups, mais ça ne disait absolument rien sur la vraie règle. Je ne sais plus à quel moment je le dis, j'y reviendrai peut-être, mais ça pour moi, c'est un... Attendez, je vérifie, j'y reviendrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un rapport massif avec le dev. Euh, Quand on dev en mode classique, comme moi j'ai codé pendant pas mal d'années en sortant de l'école, je code, je teste, le test passe et je suis content. Mais peut-être que je ne devrais pas être content. Avec ce qu'on vient de voir avec le biais de confirmation, on peut se poser la question de le test passe, oui, mais est-ce qu'il passe vraiment sur ce que j'ai codé, sur ce que je veux tester? Là-dessus, moi, j'ai pareil, une petite anecdote d'un projet sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas si longtemps.
je suis arrivé donc sur un projet, il y avait pas mal de code. C'était pas un gros projet, il y avait quoi? Il y avait 3 à 6 mois de dev dessus. Et il y avait pas mal de tests unitaires automatisés. Je me suis dit: «Ah, c'est cool, bah, il y a des tests, il y a une petite couverture». Il y a quoi? Il y a 70-80 de couverture. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça. J'ai mes outils pour voir quelle zone de code est couverte ou pas. Bah, super. J'ai pas mal d'évols à faire dessus. Je vais pouvoir faire des refactos, je vais pouvoir réécrire des choses. Je suis couvert par mes tests. Et alors, donc je travaille comme ça pendant quelques semaines. Je fais pas mal de modifs préparatoires parce qu'il y a des gros chantiers qui arrivent. Je nettoie plein de code qui doit plus servir parce qu'on a annulé des choses. Et puis un jour, il y a une règle de gestion qui change. Une règle existante, en fait, voilà, on change un mode de calcul d'un truc. Je me dis, bah tiens, je vais faire un essai, je vais changer directement mon code. Ça devrait me faire planter le test qui est associé. Donc je change mon code et j'attends encore que le test associé plante. Le test associé qui était censé couvrir cette partie-là n'est jamais passé en échec. Il est toujours resté comme test qui marchait bien en me disant tout va bien. Et là, j'ai pris une bonne vieille sueur froide. Je me suis dit super, ça fait 3 semaines, un mois que je fais des modifs partout en me disant mes tests me couvrent des modifs que je fais. J'ai pas fait de régression. En fait, j'en sais rien. Parce que les tests, il y en avait un paquet qui avait des petits problèmes. En gros, les devs, ils ont fait leur code, ils ont écrit leur test était vert et ils étaient contents. Sauf qu'en fait, ils testaient pas le bon truc, ça passait par un chemin X ou Y, et au final, ça testait pas la bonne chose. Donc en fait, c'est un test qui n'avait quasiment aucune valeur. Donc j'ai eu une bonne sueur froide, donc j'ai repris le truc un peu à zéro. Puis j'ai remis en place ma bonne vieille méthodo que j'utilise maintenant depuis quelques années, euh, qui s'appelle TDD et qui permet d'éviter par essence de tomber dans le biais de confirmation. Par curiosité, est-ce que vous pratiquez TDD? Est-ce que vous connaissez ou pas du tout? Ou un petit peu? Ou... Vous pouvez me Bah oui. répondre. Au global, vous connaissez, vous a priori, vous connaissez? Normalement, Oui, je c'est pense qu'on connaît. dans normalement il y a Craft dans le nom du meetup, donc j'espère que vous connaissez. Sinon, il n'est pas trop tard pour découvrir ça. Donc, je vais vous le faire en résumé. On a une boucle red, green, refacto. On écrit un test qui échoue. On écrit le code le plus petit possible, le plus court possible, qui permet de faire passer le test au vert. Ensuite, on fait du refacto. Tout va bien. Alors les puristes disent qu'il faut la notion de baby steps, il faut vraiment que ce soit un test très unitaire et que le code qu'on écrit soit le code le plus court possible, quitte à avoir juste un return avec une valeur toute simple. Voilà, je suis pas là pour refaire un cours de TDD, mais si vous l'avez, au global, ça donne ça. Maintenant, pourquoi, à mon sens, ça adresse le biais de confirmation? Eh ben, on passe par un état rouge. On cherche l'échec. On est exactement dans le contraire de la confirmation. Euh, Tout à l'heure, on avait un 5, 10, 15. Si on a un bout de code dont on ne sait pas exactement comment il marche, qui répond OK pour 5, 10, 15, si on met 20, il va répondre, il va être ouvert tout de suite. On ne va pas avoir d'échec. Il va falloir d'abord chercher un test qui, lui, est en échec. Là, pour notre exemple, ça aurait été un 22 ou un 64 ou un 2630. Euh, une fois qu'on a ce test qui est en échec, et qu'on fait notre code, on a la bascule au moment où on écrit le code qui nous fait passer du rouge au vert. A priori, ça indique que c'est bien ce qu'on a codé qui a changé la donne et pas autre chose, pas un effet de bord, c'était pas un algo qui déjà traitait des cas qui n'étaient pas prévus. On sait que le code qu'on vient de modifier, seulement celui-ci vient de faire passer le test au vert. Et ça, pour moi, c'est super important pour éviter de tomber dans le biais de confirmation. Et puis à la fin, on soigne la qualité de notre code en s'assurant qu'on n'a rien cassé. Et donc tout ce process, ça va vous servir aussi dans la vie courante. Alors ça va vous servir sur vos projets. Si on vous explique, mais pourquoi tu fais du TDD, c'est une perte de temps, c'est overkill ou je ne sais quoi, bah, vous pourrez expliquer, voilà. C'est parce qu'on a un biais de confirmation qui est documenté par plusieurs décennies de recherche en psychosocial. On est capable de l'adresser grâce à cette méthodologie-là, à cette méthode-là. Maintenant, dans la vie courante,
On est dans un monde qui est envahi de, même pas forcément de fake news, mais d'infos qui sont des fois pas forcément simples à vérifier au quotidien. Et on a souvent tendance à se dire, ah, j'ai vu une info, ça me paraît bizarre ou ça me paraît intéressant, et on va essayer de vérifier l'info. Et du coup, on va chercher des nouvelles sources. Sauf qu'on vit dans un monde sur Internet où absolument tout existe en nombre important. Euh, Si on cherche, alors je vais prendre l'exemple en général qui est extrême, mais si je cherche, il y a un gars qui me dit que la Terre est plate, je cherche de me dire, mais attends, il me dit que la Terre est plate, je vais essayer de confirmer ce truc-là, je vais chercher des arguments comme quoi la Terre est plate, je vais en trouver plein sur Internet. On trouve de tout, et ça va pas m'avancer plus. D'un point de vue salubrité mentale, je pense que d'essayer de trouver de la contradiction, alors trouver de la confirmation c'est bien, mais trouver de la contradiction, ça apprend aussi énormément de choses. Et c'est exactement ce qu'on fait avec TDD. Et alors pour tout vous dire, le test avec le 5, 10, 15, je l'ai fait je l'ai fait en rétro avec des gens qui pratiquent TDD depuis pas mal d'années et juste ils sont pas tombés dedans. Ils ont fait un 5, 10, 15, ils ont fait le 20, ah ça marche, bah attends, faut que je trouve un autre cas. Je sais pas, 18, ils ont proposé un truc plus petit, ils ont proposé plein de choses et, euh, et ils ont, enfin voilà, ils ont avancé beaucoup mieux que ceux qui ne pratiquaient pas. C'est hyper biaisé aussi ce que je vous raconte. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est un petit retour positif que j'ai eu là-dessus. Dans ce process de chercher toujours à confirmer ce qu'on pense savoir, il y a un autre phénomène qui s'appelle la chambre d'écho, qui est qui est un vrai phénomène qui est très très utilisé de nos jours. On se retrouve à dire oh c'est beau. Alors là je dis c'est beau, c'est histoire d'avoir un truc neutre, mais à la place de c'est beau, vous pouvez insérer l'opinion sur un fait de société quel qu'il soit. Si on fait des recherches pour essayer de confirmer ce truc-là, on aura comme réponse oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. On aura toujours les mêmes types de réponses. Et au bout d'un moment, eh ben, tout le monde le dit, c'est que j'ai forcément raison. Si toutes les sources que je cherche concordent, c'est que forcément j'ai raison. Alors qu'en fait, on a juste cherché la même voie que celle qu'on évoquait de base. La chambre d'écho, elle est un peu illustrée de cette manière-là. C'est vraiment l'image d'une personne qui parle seule dans une pièce et qui n'entend plus que le son de sa voix. Et il finit par croire qu'en fait, il est seul au monde et que la Terre entière a sa propre voix à lui. Et les réseaux sociaux sont conçus précisément autour de ce phénomène. Que ce soit Facebook, Twitter, même Google dans les recherches, ils ont tendance à nous proposer des résultats avec lesquels on est d'accord en avance. Déjà que nous, on a ce biais-là, mais tous ces réseaux, ils vont faire en sorte de nous proposer toujours plus de contenus qui vont dans notre sens. Avec les problèmes qu'on y connaît aujourd'hui et qui amènent vers un truc qui s'appelle l'escalade d'engagement. Ça peut se schématiser assez facilement, c'est vraiment une escalade d'engagement. En général, on commence, la plupart des gens sont pas super directs du départ. On dit, bah, moi, il me semble que c'est beau, hein, enfin pareil, à la place du c'est beau, mettez l'avis l'avis politico-socio-économique que vous voulez. Je crois ce truc-là, je pense que a priori c'est ça. Et puis on va chercher. Et ben, au bout d'un moment, on va avoir plus de certitude. On ne croit plus. On sait. On va considérer ça non plus comme une croyance, mais comme un savoir, étayé par des preuves du coup. Si ça continue, il va y avoir une espèce de presque de condescendance. Bah, évidemment que c'est beau. Et en général, ça finit mal avec un c'est beau, point final. Si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes n'importe quoi. Regardez toutes les preuves que j'ai à ma disposition. Alors qu'en fait, on a passé notre temps à chercher des mêmes preuves sans jamais se poser la question de s'il y avait un point de vue qui pouvait être différent. Et même les meilleurs ne sont pas à l'abri de ça. Comme depuis tout à l'heure, je vais quand même vous faire un rapport avec le monde du dev et de nos projets informatiques. Euh, et je vais vous parler des projets legacy. Euh, avec un effet, moi j'appelle un peu ça l'effet tête dans le guidon. On est sur un projet qui est difficile, on n'a pas le temps de réfléchir et il faut qu'on avance. Du coup, on y va tête baissée et puis on avance et puis on code et puis on fait des trucs. Et puis on avance, il faut livrer, il y a des délais, il y a du budget à respecter, il faut livrer.
Et en général, on peut aussi dire, pour faire des belles métaphores, qu'à ce moment-là, le projet il est sur des rails. De toute façon, il avance dans la direction des rails, c'est comme ça. Sauf que dans ces cas-là, si on est sur des rails, qu'on avance toujours tout droit et qu'on avance tête baissée, en général, au bout, moi, on se prend souvent un mur. Voilà, c'est l'effet un petit peu tête dans le guidon. Si vous êtes un tout petit peu agiliste, il y a un principe de l'agilité, je crois que c'est le 12e, je me suis noté ça, je ne les connais pas non plus tous par cœur, qui invite les équipes à s'arrêter régulièrement pour prendre du recul et essayer de progresser, pour générer de la progression continue. Mais là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si on ne s'arrête jamais? Heu, Si on est toujours sur notre escalade d'engagement, on fait comme ça, on continue à faire comme ça, on n'a que les mêmes avis, on n'a que les mêmes process qui continuent à s'engager. C'est le 12, merci. Il me semblait, hein, je l'ai vérifié avant de le mettre, mais j'avais encore un petit doute. Ça fait penser aux fans d'Apple. Oui, mais en fait, aux fans de tout et un petit peu de n'importe quoi. Prenez n'importe quelle communauté qui est à fond dans quelque chose, ils vont forcément manquer de recul sur ce qu'il y a autour. C'est pour ça que quand je m'intéresse à un sujet, je vais voir les spécialistes du sujet, puis pour récupérer plein d'infos, puis j'essaie d'en sortir parce que souvent ils sont vraiment à fond dedans et la moindre critique est super dur à fournir. Euh, mais passons. Et donc, du coup, là, sur mon effet tête dans le guidon, je voulais vous sortir une fable. Qu'est-ce qui se passe si on s'arrête jamais? Si on fait jamais de pause pour prendre du recul et se poser la question du pourquoi on en est là? Pourquoi ces rails nous mènent dans cette direction? Est-ce que ce sont de bons rails? Peut-être vous avez entendu parler de la fable des singes. Alors, je dis que c'est une fable, il y en a qui présentent ça comme une expérience scientifique. Dans les recherches que j'ai faites, c'est a priori, c'est pas une expérience, c'est plus une expérience de pensée. Il y aurait eu des expériences qui vont dans ce sens, mais je trouve quand même la fable, je le présente comme une fable, je trouve ça quand même intéressant. Donc c'est assez simple, vous prenez une cage, vous prenez un certain nombre de singes, voilà, on est content, on a plein de singes, vous avez vu, j'ai fait des super animations. Et puis, on va mettre à manger au milieu de la cage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il y a forcément un singe qui va se dire: «Ouh, il y a à manger, je vais vouloir y aller». Sauf que quand il arrive, il y a un dispositif dans la cage qui fait que l'intégralité de la cage se prend une douche froide un peu violente. Donc le 1er singe y va, il fait doucher toute la cage, bon il est là, il en profite, il mange, il y a de la nourriture, il y a un 2e singe qui va essayer, puis ils vont tous essayer les uns après les autres et à chaque fois ils vont se faire doucher. Au bout d'un moment, ils vont apprendre. Ils vont arrêter de se faire doucher. Dès qu'il y en a un qui va vouloir y aller, il y a tout le monde qui va faire: «Eh oh, t'arrêtes ton truc là, on n'a pas envie de se faire rincer, tu n'y vas pas». J'bing, un coup dans ta tête pour que tu te souviennes que il faut pas y aller. La suite de la fable, c'est, on prend un singe de l'équipe, n'importe lequel, on l'enlève et on en met un nouveau. Donc, on a un nouveau singe qui débarque, qui lui ne connaît pas. Il voit la nourriture, il va vouloir y aller. Mais là, il y a tout le monde qui lui fait la même réaction que d'habitude. On n'a pas envie de se faire doucher, t'y vas pas, j'bing. Au bout d'un moment, enfin dans la suite, on va enlever un autre singe et puis en mettre un nouveau qui connaît pas l'historique. Et puis un autre, et puis un autre. Et à la fin, on va avoir une équipée de singes qui n'a plus aucun rapport avec celle qu'il y avait à la base. Et le comportement va perdurer. Dès qu'il y en a un qui va vouloir aller manger, prendre la nourriture qui est au milieu, il va se faire lyncher par tout le reste de son équipée. Là, on est typiquement dans le travers du vieux projet sur lequel des dizaines, voire des fois des centaines de personnes sont passées. On fait comme ça, et parce que ça a toujours été comme ça. Et si on ne prend pas le temps de sortir la tête du guidon, d'essayer de sortir le train de ses rails, on va toujours aller dans la même direction et faire perdurer une culture, un fonctionnement qui peut être potentiellement délétère pour l'équipe. Alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais voilà concrètement ce qui se passe. On a une culture qui est en place depuis des lustres, on a des choix techniques, des choix d'architecture, des choix d'organisation, des choix de process, de méthode qui sont là depuis tellement longtemps, les sachants qui l'ont mis en place
avaient peut-être une bonne raison de le faire à une époque, mais ils sont plus là pour le justifier. On ne sait plus pourquoi on fait perdurer heu, une forme de culture de projet, mais on le fait perdurer. Et sans, pour moi, sans ce qui est censé apporter, ce principe d'agilité de dire: «On fait une pause, on lève la tête du guidon, on discute, on se pose des questions, mais pourquoi ça c'est là? Est-ce que ça nous apporte quelque chose?» Si on n'a pas ça, pour moi, ça va être très compliqué, par la suite. Alors si en plus dans les projets on ajoute, la dimension parfois, politique, qu'il peut y avoir sur des projets, l'ego de certaines personnes, heu, je suis archi ou je suis lead dev, surtout, venez pas critiquer les choix que je pousse depuis, un certain temps. Ou en plus des notions de pouvoir qu'il peut y avoir parfois dans certaines boîtes, le cocktail peut rapidement être relativement détonnant. Alors je dis pas que cet élément-là explique tout, mais pour moi, c'est un élément fondateur. Et comme pour le biais de confirmation, ça peut aussi servir dans la vraie vie. Je vais le faire rapidement parce que l'heure tourne, 36-15 ma vie. Alors, l'escalade d'engagement et prendre du recul parfois sur ce qu'on est en train de faire. Ça m'est arrivé une fois, je me suis fait avoir, de manière assez, pas violente, mais un petit peu forte. Je vous le fais rapidement, je suis étudiant, j'ai une journée où j'ai pas de cours, je vais me promener, dans les rues de ma ville, de bon matin et en attendant que, ma Fnac locale ouvre, que je puisse aller, voir, des bouquins, de la musique, il y a quelqu'un qui me propose un sondage, devant la Fnac. Je regarde l'heure, il me dit: «Il y en a pour 5 minutes». Bon, très bien, moi j'ai le magasin ouvre dans un quart d'heure, j'ai tout le temps et j'ai dit: «Oui, j'ai 5 minutes pour un sondage». Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans les 3 quarts d'heure qui ont suivi, mais je me suis retrouvé, dans un grand bureau à respirer des parfums et à noter des parfums. Heu, je l'invente pas, hein, ça m'est vraiment arrivé, pour de vrai, hein. J'ai dit oui une fois, j'ai dû dire oui une deuxième fois et puis à la longue, voilà, je me suis fait engager dans le truc. Heu, c'est un classique de la manipulation. Heu, L'engagement, on peut le générer nous-mêmes, mais on peut, se le faire, générer par des personnes extérieures. Et donc voilà, je me suis retrouvé à sentir des parfums alors qu'à l'époque j'étais étudiant, j'avais pas du tout l'argent pour, me financer les parfums, qui me faisaient, sentir, ça m'intéressait absolument pas. Mais je me suis retrouvé à faire ça. Je me suis même retrouvé, quelques, jours, semaines plus tard à répondre au téléphone, parce qu'il y avait une suite de questionnaires. J'ai tout fait. Je me suis fait complètement avoir et après coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai accepté ça? Comment j'ai pu, perdre autant de temps pour ces trucs-là?» Au final, j'étais même pas passé à la Fnac, j'avais perdu la moitié de ma matinée là-dedans. Heu, je me suis bien fait avoir. Alors depuis, je me soigne. J'essaie de voir, j'essaie de sentir, parfois quand des fois il faut s'arrêter quand on est sur une action, un peu automatique, se dire: «Oh stop, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Est-ce qu'il faudrait pas que je prenne du recul?» Donc je me soigne. J'ai tout ça pour du parfum, quoi. Allez, une petite dernière. Vous connaissez, heu, vous connaissez Rambo. Heu, Avec l'escalade d'engagement, il y a une autre notion qui arrive souvent avec, c'est ce qu'on appelle la dépense gâchée ou les coûts irrécupérables. Pareil, ça c'est un biais, c'est un travers qui commence à être un petit peu connu. Je vous ai mis Rambo parce que l'exemple le plus flagrant et le plus dramatique, c'est, la bonne soirée si tu dois partir. Je me dépêche de terminer, c'est là un peu la la dernière. Heu je vous mets Rambo, c'est la guerre du Vietnam aux États-Unis. Quand les Américains se sont, entre guillemets, «engagés», dans la guerre du Vietnam, ils y sont allés, alors je suis pas expert en histoire, hein, vous me corrigerez si je dis des énormités, mais, ils y sont allés doucement au début parce que c'était pas forcément super populaire de s'investir dans cette guerre là-bas. Et ils ont envoyé quelques hommes et bah, c'était compliqué, ils ont eu beaucoup de pertes. Heu et le la réflexion qui a été mise en place, c'était: «On peut pas, avoir eu autant de pertes humaines pour rien, il faut qu'on dégage des victoires là-bas. Donc on envoie encore plus d'hommes» et qui dit encore plus d'hommes, encore plus de pertes et rebelote, on ne peut pas avoir perdu autant pour rien, on réenvoie encore plus d'hommes et je vous laisse juger du traumatisme américain sur la guerre du Vietnam. Si vous avez vu des films des années 70, 80, 90, des films, des séries, de la musique, il y a un gros trauma chez les Américains, ça a été une boucherie sans nom, justement, à cause de, cette notion de dépenses gâchées.
Et cette notion de dépense gâchée, c'est exactement celle qui est en jeu quand on joue au casino. Chez les addicts au jeu qui ont déjà perdu 500 balles dans leur soirée, j'ai déjà perdu tout ça, je ne peux pas rester sur une défaite pareille, je vais réinjecter tant d'argent parce que je ne peux pas rester sur une défaite pareille. C'est du coup irrécupérable, c'est de la dépense gâchée et on va s'enfoncer dans cette perte-là. Après Rambo, ce qu'on risque d'avoir sur ces trucs-là, c'est le dev historique. Un petit peu comme je le présentais avant, c'est parfois le profil de l'archi ou du lead dev. Moi, je sais, j'étais là avant vous, il faut forcément faire comme ça, on a toujours fait ça, voilà. Et là, on tombe sur un dernier biais, c'est le biais qu'on appelle le biais du survivant. Ça, c'est un autre truc qui est arrivé pendant la guerre. Quand les avions des Alliés revenaient au garage après la bataille, ils regardaient les impacts de balles et ils voyaient là où il y avait le plus d'impacts de balles. Et ils se sont dit, wow, c'est là que ça prend le plus. Et ben, c'est là qu'il faut renforcer. Comme ça, avec ça, et ben, on aura moins d'avions qui vont se faire abattre et ça nous fera un avantage pour la guerre. Donc, ils ont renforcé là où il y avait le plus d'impacts de balles et ils ont renvoyé les avions à la bataille comme ça. Et ils ont eu exactement le même nombre d'avions abattus. C'est juste le biais du survivant. C'est le survivant qui raconte son histoire et on prend son histoire pour argent comptant. C'est un petit peu lié au biais de confirmation. Ils auraient dû se poser la question plutôt que de ah, lui, il est revenu, il y a des impacts ici, il faut renforcer ici. C'est plutôt et ben, il y en a qui ne sont pas revenus. Il faudra arriver à savoir où ils ont pris les impacts, ce qui les a abattus. Il faut essayer d'aller dans la contradiction. Mais le biais du survivant, c'est vraiment un petit peu le classique on va dire des conférences type TEDx ou des trucs comme ça, ou des super grands patrons qui vous expliquent comment il faut faire. Eux, ils ont leur expérience, ils ont leur réussite, c'est super, mais ils n'ont qu'une version des faits. Et il y a plein de gens qui ont fait exactement pareil et qui, eux, n'ont pas réussi. Peut-être que les raisons de la réussite, elles sont ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais à écouter, mais je pense qu'il faut en prendre, en laisser et surtout pas croire sur parole, essayer d'aller dans la contradiction. Encore une fois, c'est mon avis. Avec tout ça, vous allez pouvoir trouver le bon projet qui va bien, un projet qui a déjà perdu beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas se permettre de remettre en question ce qui est en place parce qu'il ne faut pas perdre plus d'argent, on n'a pas le temps et puis on a toujours fait comme ça. Maintenant, avec tout ce que je vous ai donné, a priori, vous saurez où tout ça risque de vous mener. Pour conclure, parce que j'accélère un peu, je sais qu'il est tard, on a peut-être des enfants à nourrir, tout ça. Je vous donne quelques ressources. La première, pour moi, la plus importante, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Beauvois et Joule. Je leur ai pompé un certain nombre des exemples que je vous ai donnés. Je suis sur la guerre du Vietnam, mais beaucoup plus détaillé que ce que je l'ai fait. C'est un livre, c'est de salubrité publique, tout le monde devrait le lire pour se faire moins arnaquer par la pub, par les commerciaux, par tout un tas de choses. Au-delà de la vie de dev, notre vie de citoyen, je pense qu'il faut qu'on ait tous lu tout ou partie de ce bouquin. C'est vraiment super important à mon sens. Les chaînes YouTube, si vous êtes bien branché YouTube, il y a Hygiène Mentale, Sciences Étonnantes qui sont connues, Spleen LND qui est beaucoup moins connu, qui a pourtant des contenus qui sont excellents. Il y a quelques mois, il a démarré une série justement sur toute la dimension algorithmique des GAFAM, comment ils génèrent de l'adhésion, comment ils s'arrangent pour qu'on veuille rester. Ça s'appuie beaucoup justement sur la chambre d'écho, les biais de confirmation, tout ça. Il fait aussi des analyses de pub qui sont super intéressantes. Il y a un rythme qui est vraiment sympa. J'ai vu une pub pour la nouvelle Golf. J'ai eu envie d'acheter une Golf, pourtant j'ai pas le permis. Pourquoi? Et il essaie vraiment de comprendre le pourquoi. Quelles sont les images qui sont véhiculées dedans, sur quel biais ça s'appuie, sur quel type d'émotion ça va jouer. Il y a des choses comme ça. Et naturellement, je vous invite à suivre le podcast Pumpkin Dev dès la rentrée quand ça aura repris. Et si vous n'avez pas écouté la première saison, je vous invite à aller voir ça. C'est tout pour moi. J'ai fait vite à la fin parce que j'ai vu qu'il y avait un départ et entre guillemets, il commence à se faire tard. Mais si vous avez des questions, je suis tout oui. C'est un sujet que j'adore évoquer. Voilà.
Alors, merci, Sylvain. Bon, alors les questions. Ou bien dans le chat. Assommé, ou dans le chat, oui. Merci Arnaud, merci Alvaro aussi. Les ressources, concrètement, je pense qu'il y en a pas mal d'autres, mais celles-ci sont les plus pertinentes. Alors, Science étonnante, il parle beaucoup de physique, mais il a une série qui s'appelle Crétin de cerveau, où il analyse bien justement les coûts irrécupérables et quelques autres qui sont assez sympas. Bon, pas plus de questions que ça. Bon. Plutôt qu'une question, peut-être une ouverture de discussion, si je puis dire. Les biais qui ont été présentés là, ils me font beaucoup penser à une sorte de sensibilisation au risque d'Internet, si je puis dire. Alors, au-delà de notre métier de développeur, je trouve ça intéressant en fait comme concept vis-à-vis des biais de confirmation et de la chambre d'écho qui sont vraiment des choses, des risques auxquels on s'expose par le biais des réseaux sociaux. Et en fait, ça me donne l'impression d'être une sorte de prélude à une manière dont on pourrait sensibiliser quelqu'un qui vient d'avoir un accès à Internet sur à quoi se méfier, si je puis dire. Et ben, alors, enfin, très honnêtement, le fait d'intégrer tous ces biais cognitifs dans le cadre du dev, c'est une thématique qui m'intéresse, mais je profite aussi de ça, effectivement, pour parler de tout ça, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas de connaissances là-dessus. Et effectivement, ça fait, depuis l'avènement d'Internet, on devrait avoir beaucoup plus d'éducation sur tous ces trucs-là, très clairement. Je pense qu'il y a, enfin après voilà, ça fait partie justement, c'est pour ça que je parle des chaînes YouTube parce qu'ils ont un degré d'accessibilité qui est assez intéressant, surtout Splinel ND et Science étonnante. Hygiène mentale, c'est très intéressant ce qu'il fait, mais des fois c'est un peu poussé. En guise d'intro, c'est peut-être, il y en a certaines qui peuvent être un peu raides. Je vois la question de Arnaud, comment utiliser le TDD pour améliorer la communication entre le dev et le BA? Qu'est-ce que tu appelles le BA? Business Le analyst. business analyst. Ma Le question, en business fait, analyst. c'est comme vous avez parlé comme tu as parlé de TDD pour améliorer finalement pour essayer d'éliminer le biais de confirmation. Ouais. Je me demandais si tu avais des astuces pour, euh, pour appliquer ça, pas seulement au code, mais plus finalement à la compréhension qu'un dev pourrait avoir. Alors ça, c'est un autre, pour moi, ça c'est un autre Où le débat. TDD, ouais, où le TDD sera pas une solution finalement. Alors en fait, c'est pas pour moi là-dessus, c'est pas TDD, c'est qui va être un bon outil, c'est BDD. Là, on est sur le Behavior Driven Development, souvent traduit en français par de la spécification par l'exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique-là. C'est Oui, issu de la grande famille de DDD et moi, c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser le plus possible justement pour tacler un peu la complexité et la compréhension métier. Le principe, c'est de se mettre autour d'une table avec un maximum d'acteurs du projet potentiellement. Donc, que ce soit un PO, que ce soit un analyste, que ce soit un utilisateur, il faut qu'il y ait les devs. Il peut y avoir aussi des gens de la qualité, des testeurs qui se mettent autour de la table et qui vont échanger sur le business, sur la problématique métier, pour essayer de quelque part de faire donc de la spécification par l'exemple. Souvent, ça va passer par des sessions d'exemple mapping. On a une règle métier qui est assez générale, un peu comme une règle mathématique, et puis on va sortir des exemples concrets. Si ma règle métier c'est le théorème de Pythagore, et ben on va sortir des longueurs de triangles rectangles pour pouvoir valider ça. Et en effet de bord qu'on peut amener avec cette méthode, c'est de travailler autour du langage Gherkin. Chose que j'essaie de faire aussi la plupart du temps. Donc Gherkin, c'est un formalisme qui permet de rédiger des tests en langage quasi naturel. Donc c'est un langage qui a 3-4 mots-clés, given, when, then. Étant donné que mon système est dans tel état, quand je fais telle action, alors je veux obtenir tel résultat.
Ça, c'est un formalisme que normalement tout profil peut être amené à lire et à comprendre. Et d'un point de vue tech, il y a tout un tas de frameworks qui permettent, à partir de ça, d'écrire des tests automatisés. Donc moi, Ouais, il y a moi, Cucumber, je crois, hein. voilà, Ça se base sur le. Ouais. c'est Concomber, c'est le framework qui est derrière. Moi, je suis en .NET, ça s'appelle SpecFlow, c'est l'implémentation .NET de Concomber, mais voilà, ça permet de faire du test. Donc pour moi, c'est pas TDD qui va permettre d'améliorer la com entre le dev et le métier, c'est plus BDD, a priori. Enfin, moi, D'accord, ben, c'est comme merci ça beaucoup. que je le gère. Ouais, merci beaucoup pour votre réponse et puis bah, c'était très intéressant en tout cas. Bravo pour la présentation. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres suggestions? Eh ben, merci à vous. S'il n'y a pas plus de questions, Alexandre, je vais peut-être te laisser clôturer, du coup. Ouais.